Bonjour à tous, merci à tous d'être présents et d'être intéressés par cette table ronde. Donc, on aura la lourde tâche d'aborder un sujet relativement complexe aujourd'hui. Peut-être même le nerf de la guerre, en fait, si j'ose dire, puisqu'on va traiter la problématique des données ESG. Donc, c'est voilà, un sujet éminemment complexe, puisque face aux enjeux et à l'urgence liée au changement climatique et évidemment aux pressions réglementaires, les attentes des acteurs vers toujours plus de données ESG et toujours plus de données ESG fiables, comparables et donc satisfaisantes se fait ressentir de plus en plus. Et aujourd'hui, avec l'émergence de certaines nouvelles technologies dont on va discuter aujourd'hui, peut-être que nous sommes à un moment charnière en ce qui concerne le traitement et l'acquisition et voilà, l'usage de ces données ESG. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On a listé donc, dans le titre un certain nombre de réglementations assez précises qui permettent d'illustrer la pression du régulateur européen, la taxonomie verte, SFDR, la CSRD, qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder très rapidement. Et commençons peut-être par faire un rapide tour de table pour présenter chacun de mes intervenants, donc Chloé, Louis et Mathilde. Alors, tant que j'ai le micro, je commence rapidement. Donc, Luc Vermogoshi, je suis directeur finance durable chez Nexial Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé en finance et en assurance, et donc qui accompagne les institutions financières françaises et européennes dans leur gestion du risque principalement. Je vous laisse dans l'ordre peut-être de droite à gauche, Chloé. Ça marche. Donc bonjour à tous, moi c'est Chloé Gouérec, donc je suis directrice ESG chez Apide, qui est une plateforme de reporting donc des données ESG, et donc j'ai plusieurs casquettes là-bas on va dire, parce que je suis déjà en charge de la stratégie ESG de Apide, mais j'accompagne également l'équipe produit dans le développement de la plateforme, parce qu'on a plusieurs modules réglementaires. Et enfin, j'accompagne les utilisateurs de la plateforme qui ont besoin potentiellement de conseils ou de missions supplémentaires. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Louis-Franck, je suis l'un des cofondateurs de FinGreen AI. Nous, on est une solution de collecte de data et de reporting ESG à destination notamment des entreprises non cotées. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Mathilde Krief, je suis spécialiste des données ESG chez Mirova, une société de gestion à mission dédiée à la finance durable et responsable. Je suis notamment en charge de l'utilisation des données ESG, que ce soit dans la définition des univers d'investissement de Mirova, mais également dans le cadre de reporting extra-financier qui fait l'objet de ce panel aujourd'hui. Merci à tous les trois, merci de votre présence et de votre implication dans cette table ronde. Donc, ne rentrons peut-être pas trop rapidement dans le sujet. L'idée, ça va être dans un premier temps pour nous de présenter assez rapidement quand même, parce qu'on n'a que 30 minutes, le panorama, les grands enjeux, voilà, les grands principes d'un point de vue réglementaire sur l'ESG en Europe aujourd'hui et en France particulièrement. Avant ensuite de rentrer plus précisément dans les usages de la donnée ESG, donc les usages métiers de la donnée ESG, notamment les reporting extra-financiers. Comment construire aujourd'hui un reporting extra-financier et quels autres usages peut-on faire de cette donnée ESG, notamment en termes d'investissement, puisque le fléchage des investissements vers des activités et des projets plus durables est un enjeu majeur aujourd'hui. Et enfin, nous allons traiter donc des sujets liés aux nouvelles technologies et les opportunités qui permettent de contourner les points de friction, les blocages, les manques de données qui sont aujourd'hui existants, en fait réels, et qui sont déjà un problème dans la sphère de l'ESG. Donc, Mathilde, comment vous pourriez nous décrire les grands principes de la durabilité aujourd'hui en Europe, les grands enjeux réglementaires dans un premier temps ? Oui, bien sûr. Donc, avec le Green Deal européen, on a pu voir émerger un certain nombre de réglementations pour encadrer le reporting extra-financier et avec une applicabilité des réglementations à 2 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est pour les acteurs financiers, comme par exemple pour Mirova en tant que société de gestion. Pour illustrer, chez Mirova, nous devons, dans le cadre de la taxonomie européenne, publier l'alignement de nos fonds avec la taxonomie,
ou dans le cadre de la SFDR, ou Sustainable Finance Disclosure Regulation, on doit reporter sur nos fonds s'ils sont article 8 ou 9, donc uniquement article 9 chez Mirova. On doit également reporter sur ce qu'on appelle les PAI ou Principal Adverse Impact Indicators. Et on doit, par exemple aussi, dans le cadre des guidelines de l'ESMA qui sont rentrés en vigueur cette année, pouvoir démontrer l'applicabilité des termes ESG utilisés dans la nomination de nos fonds. Et pour pouvoir répondre à toutes ces réglementations, donc principalement européennes, il nous faut bien évidemment de la data et de la data collectée auprès des émetteurs dans lesquels nous investissons. Donc le deuxième niveau d'applicabilité de ces réglementations, c'est pour les corporates, qui notamment sont sujets à la CSRD ou CSDD. Et je pense que je ne l'apprendrai à personne ici aujourd'hui, des réglementations qui sont aujourd'hui mises en danger donc, par l'omnibus et le fait que ça a donc été acquis que ça sera repoussé de 2 ans, mais aussi donc, sur l'applicabilité et le scope des entreprises sujettes à la CSRD qui va diminuer, diminuant ainsi pour nous, acteurs financiers, les datas disponibles. Donc peut-être pour répondre plus précisément à la question, donc, les grands principes. Chez Mirova, nous, on est favorable à des réglementations qui viennent encadrer les reporting extra-financiers, déjà pour défendre, bien évidemment, tout risque de ESG washing, greenwashing, et pour défendre et protéger les investisseurs finaux, mais aussi pour donner plus de valeur à ce que font des acteurs engagés comme Mirova, et être vraiment en mesure de faire ce que voulait faire le Green Deal à la base, c'est rediriger les capitaux vers là où on en a besoin pour pouvoir transitionner vers une économie plus durable. Les enjeux qui sont liés à ces grands principes, ils sont nombreux. Et pour juste en nommer quelques-uns, on va avoir l'accessibilité à la donnée, donc accessibilité dont parleront mes camarades aujourd'hui, qui est rendu difficile aujourd'hui par les réglementations qui ne s'appliquent pas aux corporates et qui nous rendent très dépendants des fournisseurs de données. La fiabilité des données, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir des données fiables, et la comparabilité des données. Et je pense que ça fait une bonne transition pour que Luc, tu reprennes la parole. Merci Mathilde, effectivement c'est un environnement mouvant avec des enjeux de plus en plus précis et importants, invasifs même je dirais. Invasifs pourquoi ? Parce que les acteurs aujourd'hui se mettent en ordre de marche, et la question qu'on peut se poser c'est comment s'approprient-ils ces données-là, et notamment comment les directions RSE, les directions financières des grands groupes s'approprient des outils comme celui que vous proposez chez Apidé. Chloé, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur cet outil et comment tu observes vos clients finalement dans leur mise en application et leur prise en main de ces outils-là, de manière plus générale? Oui, tout à fait. Donc comment les directions RSE et finances s'approprient les outils de reporting? Déjà, c'est dans un but de collecte de données dans le cadre de leur campagne de reporting ESG. Parce que même si on voit encore beaucoup d'acteurs, quelques acteurs qui passent par des fichiers Excel qui ressemblent de plus en plus à des usines à gaz, passer par un outil, en fait, ça permet un certain nombre d'automatisations et de garantir en principe une plus grande fiabilité des données. Et une autre attente par rapport à ces outils, au-delà des campagnes de reporting, c'est d'avoir une aide, quelque chose qui facilite en fait le reporting réglementaire, notamment dans la production des communications, des rapports réglementaires, donc que ce soit pour CSRD avec le rapport de durabilité ou le rapport taxonomie ou encore les disclosures SFDR. Et donc ce qu'on peut voir en termes d'attente par rapport à ces outils, déjà, je pense qu'il y a une grosse attente sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et sur ça, je pense que Louis pourra vous en dire davantage. Mais en tout cas, je pense que quand on parle intelligence artificielle, il y a un peu une perception de gain de temps et également un gain dans tout ce qui touche à la fiabilité de la donnée. Et on observe aussi donc quelques blocages ou réticences par rapport à l'utilisation d'outils. Moi, je dirais que ce que je constate beaucoup, c'est qu'on va avoir un peu 2 à 3 catégories d'utilisateurs des plateformes de reporting. Il y a d'une part
première catégorie des utilisateurs très autonomes qui utilisent l'outil voilà, totalement de leur côté, sans besoin de support technique ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui va être relativement autonome, mais qui nécessite, mine de rien, toujours un léger support humain pour des questions, parce que potentiellement, il y a un manque de connaissances sur tout ce qui touche aux standards réglementaires, parce qu'il y a de nombreux standards qui sont parfois plutôt complexes. Et enfin, il y a une dernière catégorie où là, c'est vraiment des utilisateurs qui ont besoin d'une plateforme de reporting parce qu'il y a des volumes de données très importants à traiter. Et également, par souci de gain de temps, ils ont besoin de déléguer complètement la gestion de tout ce qui va être les campagnes de reporting et la génération du reporting réglementaire. D'accord, très clair. Alors, Louis, en parlant de génération de reporting extra-financier notamment, dans quelle mesure penses-tu qu'aujourd'hui les entreprises soient capables d'automatiser tout ou partie de ces reportings-là? Est-ce que c'est aujourd'hui, avant de rentrer dans le cœur du sujet de l'IA, en termes d'état des lieux, est-ce que pour toi aujourd'hui ça reste l'état de promesse ou est-ce que c'est déjà un peu existant, mis en œuvre? En fait, ça va dépendre de quel reporting on parle. Par exemple, la CSRD, elle était plutôt extrêmement complexe, beaucoup de parties narratives, beaucoup de parties quantitatives, une analyse de double matérialité. Du coup, le plus complexe, le reporting, le moins on est capable de l'automatiser entièrement. Là, il y a le standard VSME qui arrive, qui prend plus d'importance, on va dire, qui lui est beaucoup plus simple. Et donc là, on voit au moins une avenue vers 99-100% d'automatisation. En tout cas, nous, c'est le but. Et pourquoi c'est le but? C'est parce que nous, on va chercher des toutes petites entreprises, en fait, qui n'ont pas de ressources, pas de temps, pas d'argent, pas de connaissances, pas envie de passer beaucoup de temps à faire de la collecte de data et encore un énième reporting réglementaire. Donc nous, notre proposition de valeur, c'est vraiment de dire, voilà, peut-être qu'en 10 minutes, dépendant de quel framework, dépendant du niveau de détail, etc., on va être capable de vous faire tout votre reporting ESG qui soit entièrement traçable, entièrement vérifié. Évidemment, nous, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle, on y viendra, mais le reporting ESG, le reporting réglementaire en général, est un extrêmement bon cas d'usage pour des LLM. Et ensuite, même une fois que le reporting est fait, pour tout ce qui va être benchmark, détection d'anomalies, suivi un peu de ces choses-là, pistes d'amélioration, tout ça, l'IA peut avoir vraiment un effet assez incroyable, mais il y a des reportings qui restent quand même extrêmement complexes et où il faut un support humain en plus d'une plateforme de reporting. D'accord, intéressant. Alors je te laisse la parole parce que maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet et on va parler vraiment d'enjeux, de problématiques très concrètes dans la génération de ces reportings extra-financiers. Quels apports concrets l'IA peut avoir dans la structuration, l'enrichissement, la fiabilité de ces jeux de données ESG qui serviront ensuite dans un second temps à automatiser ces reportings? Donc nous, l'IA, on ne l'utilise pas à un seul endroit, on essaye de l'utiliser partout. Nous, on a pris la décision très tôt de ne pas avoir d'activité de conseil en interne. Donc nous, on est purement une brique technologique, purement un software qui est dédié à ça. Du coup, nous, vraiment, on essaye de l'incorporer à chaque étape d'un reporting qui est très complexe et qui a de multiples couches sur ça. Quelques exemples extrêmement concrets. L'analyse de double matérialité, aujourd'hui, qui est, pour expliquer, la première étape, on va dire, de tout type de reporting ESG et même de beaucoup d'efforts ESG. On va détailler les impacts, les risques, les opportunités. Tout ça, c'est du narratif, en fait. C'est comprendre de manière très granulaire c'est quoi cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, comprendre ses enjeux ESG à elle, et ensuite la sortir sous forme, alors il y a plusieurs formes, sous forme de matrice, sous forme de tableau, etc. Donc toutes les questions qualitatives, qui représentent 100% de la DMA et 75% des ESRS pré-omnibus, ça on est capable de l'automatiser, et nous on est capable très vite d'aller capter toute la data publique sur une entreprise, de traiter tout type de data privée, donc pensez Excel, PowerPoint, CSV, Word, etc. Et donc, en l'espace de 10 minutes, notre IA, elle a pu absorber toute la data publique sur votre entreprise, toute la data privée que vous avez choisi de lui donner. Et donc, elle a une compréhension extrêmement fine de votre entreprise. Elle va pouvoir remplir une DMA,
remplir une partie des ESRS. Sur les questions quantitatives, moi je pense que c'est là où il y a encore le plus de travail à faire sur l'utilisation de l'IA, parce qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui en fait, de faire le calcul pour vous, d'aller chercher la data pour vous, même si on a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille, mais sur les questions quantitatives, ça va plus être de l'accompagnement et de l'aide et vous emmener par petites étapes pour arriver au résultat final. Et enfin, ce sur quoi on travaille, j'en ai parlé brièvement, une fois que le reporting est fait, en fait, comment je me compare par rapport à mon industrie. Donc tout ce qui va être benchmark, tout ce qui va être modèle d'estimation aussi. Ça, c'est, je pense qu'une fois qu'on aura la data des premiers exercices de reporting, on sera encore meilleur à ça. Mais donc voilà, pour répondre à la question, nous, on essaye d'intégrer l'IA vraiment à chaque étape du processus, du début jusqu'à la fin, et même après la fin, le suivi et tout ce qui s'ensuit. Prometteur, prometteur, intéressant, merci, merci Louis. Alors on va revenir peut-être dans un second temps plus tard sur les limites que tu viens de mentionner, sur notamment la génération de données quantitatives. Mais là tout de suite, moi il y a une question qui me vient en tête, c'est très bien, c'est prometteur, mais quid, enfin, notamment pour les grands groupes et notamment pour les départements, voilà, les contraintes réglementaires en matière de conformité des données et en particulier l'auditabilité des données. Chloé, comment on s'en sort face à ce genre d'outils? Alors là, je vais parler avec ma casquette d'ancienne auditrice, parce qu'avant de rejoindre Apidé, j'ai passé plusieurs années en cabinet d'audit puis en cabinet de conseil. Et effectivement, quand on parle de conformité de la donnée, on pense tout de suite à la vérification ou à l'audit par rapport à un cadre réglementaire. Donc en fait, quand on audite une donnée, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier que la donnée est reportée correctement par rapport à un certain cadre ou à certains critères. Et donc là, quand on utilise l'intelligence artificielle, il va y avoir plusieurs cas de figure. Alors, on va se concentrer plutôt sur les données quantitatives, parce que les données qualitatives, en fait, comme disait Louis, pour générer une donnée qualitative à partir de l'intelligence artificielle, vous allez par exemple mettre dans l'outil plusieurs rapports, vous allez poser une question particulière pour extraire de la donnée, et c'est, on va dire, une extraction directe. Vous êtes capable de dire d'où vient la donnée, de quel rapport elle a été extraite. Pour les données quantitatives, du coup, c'est là où on va avoir deux cas de figure. Il y a d'une part, on va dire, le cas d'extraction directe. Donc, par exemple, vous voulez reporter sur vos consommations d'énergie. Et ben là, l'intelligence artificielle peut très facilement prendre les factures de l'année et extraire la quantité d'énergie qui a été consommée. Et on va dire que c'est une extraction directe parce que sur votre facture, il y a un montant d'énergie consommée qui est inscrit et il peut être extrait et reporté dans l'outil directement. Donc ici, il n'y a pas vraiment de problème en termes de vérification de la donnée parce qu'on sait d'où vient la donnée. Elle a été extraite d'un document qui est ici la facture et on est capable très facilement de dire quelle est la méthodologie de calcul parce qu'en fait, c'est tout simplement une extraction d'un document. Et ça, c'est le travail que va faire l'auditeur. Là où ça se complique, c'est sur les cas d'application plutôt indirects. Un cas d'usage, nous, qu'on a eu, c'est qu'on avait été sollicité, alors ça date un peu, il y a plus d'1 an, mais pour accompagner une entreprise sur son bilan carbone. Et donc, c'était sur certaines catégories, dont la catégorie Business Travel, où il y avait plus de 800 factures, enfin c'était des documents, donc des factures, des billets de train, des billets d'avion, des documents manuscrits parfois. L'objectif, c'était d'estimer une distance parcourue sur la base des documents. Et donc pourquoi on va dire que c'est une extraction indirecte ici, enfin un calcul indirect, c'est que en fait le processus se faisait en plusieurs étapes dans le prompt qui était demandé à adresser à l'IA. En fait, on allait récupérer les localisations de départ et d'arrivée qu'on pouvait trouver sur les documents. Et à partir de ces localisations de départ et d'arrivée, on demandait à l'intelligence artificielle d'estimer la distance parcourue. Alors, on a eu des résultats satisfaisants parce que pour plus de 92% des documents, on était capable d'avoir une donnée calculée. Mais la question qui s'est posée en termes de conformité, c'est que si la donnée avait dû être auditée à ce moment-là, on était incapable de dire comment l'intelligence artificielle avait fait ce calcul et cette estimation de la distance.
Et donc, c'est là où ça va poser problème, en fait. Enfin, c'est ça, je dirais, le principal problème à adresser. Et c'est un peu ce que disait Louis, c'est que soit vous avez votre méthodologie de calcul et vous êtes capable de l'utiliser avec l'intelligence artificielle, soit vous n'en avez pas. Et à ce moment-là, si on veut que la donnée puisse être vérifiée et puisse être auditée et, entre guillemets, tamponnée par l'auditeur, il va falloir être en mesure d'expliquer comment elle a été calculée. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas comment elle a été calculée, on ne pourra pas vérifier si la donnée est cohérente. Donc voilà la principale limitation, je dirais. Et ce qui est quand même encourageant, c'est qu'il y a des gros progrès qui sont faits sur l'intelligence artificielle, parce qu'on note déjà de plus en plus d'outils qu'on peut utiliser là, en open source, on va dire, qui donnent leur processus de raisonnement quand on adresse une question. Enfin, je pense au plus connu, ChatGPT. Maintenant, vous allez poser une question et il va vous donner le détail de sa réflexion. Sur ça, j'ai une toute petite anecdote. J'étais en vacances il y a quelques semaines et j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que je peux donner des pruneaux indiens aux poissons? Et pruneaux indiens, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, j'ai vu ChatGPT me dire, je traduis pruneaux indiens par des prunes séchées indiennes. Et ça, il y a 1 an, vous lui posez cette question, vous n'aviez pas cette réflexion logique. Donc voilà, tout simplement pour illustrer les limitations et comment vous pouvez déjà les adresser si jamais vous êtes confronté à un audit et une vérification réglementaire. Entendu, merci. Alors on va essayer d'avoir une vision un peu plus prospective maintenant. On va se demander ce qui va se passer dans les prochaines années dans le champ de l'ESG et en particulier sur les données ESG qui seraient traitées par l'intelligence artificielle. Quelles sont les pistes en fait? Quelles sont les solutions, Louis, pour résoudre les problèmes qu'on observe aujourd'hui, les manquements dans les outils existants, ceux en particulier que tu as décrits tout à l'heure? À quoi on peut s'attendre, que ce soit par la technologie elle-même ou par les acteurs en fait qui la promeuvent, et notamment vous en fait? Je pense qu'on a d'abord besoin un peu de clarté réglementaire parce que les outils, eux, suivent. Les améliorations, dans les modèles de LLM, ça va très vite. On parle, c'est toujours la même chose, c'est plus d'automatisation, plus de fiabilité, plus de traçabilité, plus de transparence, moins cher, plus rapide. Ça, on sait. Par contre, nous, on ne peut rien faire si toutes les 2 semaines, les FRAG ou la Commission européenne annoncent qu'en fait, non, ça s'est supprimé, ça s'est modifié. Il y a des bruits de couloir au début, ça crée la panique, il y a des phrases qui sont dites un peu à gauche, à droite. Donc, moi, je trouve ça extrêmement dommage, ce qui s'est passé avec l'Omnibus. C'était 7 ans de travail qui a été complètement anéanti en 3 mois. Donc voilà, je pense que nous, en tant qu'outil, on est malheureusement sujet un peu à ces changements, mais on progresse bien plus vite que les régulateurs mettent à changer d'avis, entre guillemets. Donc voilà, nous, on sait que la technologie, la collecte de data, l'automatisation, la transparence, l'auditabilité, tout ça, on travaille dessus très dur. Mais au bout d'un moment, on a besoin d'un cadre clair. On a besoin de comprendre quelles sont les règles du jeu, pour qui, que les gens les suivent vraiment. Et malheureusement, en début d'année, on a assisté quand même à un retournement de veste très rapide qui, je pense, on s'en mordra les doigts dans quelques années. Peut-être bien, peut-être que les acteurs s'en mordront les doigts, peut-être que les investisseurs aussi. Mathilde, qu'est-ce que tu en penses? Notamment, on peut parler d'Omnibus, mais plus généralement du paysage du reporting extra-financier. Quels sont, pour revenir sur le sujet qui nous concerne, quels sont les critères qui permettent de juger de la qualité d'un reporting extra-financier aujourd'hui? Et comment juger, comment analyser tous ces ensembles de jeux de données parfois hétérogènes et fragmentés? Alors, pour nous, ce qu'on considère vraiment comme les critères principaux, ça va être bien sûr la transparence, donc de la donnée qui est accessible, transparente et compréhensible. Ça va également être la pertinence, ou comme on dit dans le jargon, la matérialité de l'information. Est-ce qu'elle reflète bien ce qui est vraiment les enjeux clés pour l'émetteur? Et donc, d'où aussi l'importance de réglementation de type CSRD qui, au départ, se voulait assez exigeante sur les notions de matérialité et double matérialité.
Également, comme autre critère, on va avoir la fiabilité. Est-ce que la donnée est vérifiable? Est-ce qu'il y a eu notamment des audits sur ces données ou l'utilisation de certaines technologies pour s'assurer, par exemple, lorsque des investisseurs comme Mirova récupèrent des informations de fournisseurs de données, être en mesure de détecter ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un changement trop important dans la donnée qui signifie qu'il y a une information fausse sur cette donnée-là. On va également regarder l'exhaustivité de la donnée. Est-ce que ce qui est publié représente bien tout l'impact que doit mesurer le corporate ou l'émetteur? Et ensuite, par rapport, on va dire, à comment réussir à réconcilier des référentiels fragmentés et pouvoir mieux comparer la donnée, nous, on attribue une énorme force à l'engagement, et l'engagement à travers 3 niveaux. Donc, l'engagement au niveau le plus bas, qui est celui de s'engager avec l'émetteur dans lequel un investisseur investit, donc pour pouvoir soit l'accompagner sur les datas qu'il va reporter, ou également l'accompagner plus globalement dans sa transition. On va avoir aussi l'engagement au niveau des référentiels et des initiatives, comme la TCFD ou la TNFD, et au plus haut niveau, l'engagement avec les autorités et tout ce qui va être réglementaire, que ce soit la Commission européenne ou même des instances européennes françaises comme l'AMF ou les labels. Et là, on a vraiment un rôle très important à jouer pour faire comprendre ce qui se passe sur le terrain, les besoins pour que les réglementations soient applicables, mais aussi pousser pour montrer le besoin qu'on a d'avoir des référentiels et des cadres normés pour pouvoir justement accompagner vers une économie qui soit plus juste et plus durable. Merci beaucoup Mathilde. Alors effectivement, voilà, ce qu'on peut retenir de cette table ronde, je vois qu'il reste 3 minutes 30, c'est qu'on est donc à un moment charnière. Les outils existent, des outils existent en tout cas pour répondre aux manques qui sont aujourd'hui existants sur voilà, les problématiques qu'on rencontre quand on essaye de générer des reportings extra-financiers, de manque d'exhaustivité, de manque de comparabilité, de trous dans la donnée, des changements de méthodologie de la part des providers de données qui seraient pas anticipés correctement. Donc les outils existent, ils sont certes encore un peu perfectibles, mais voilà, ils avancent très vite, ils se mettent à jour très vite. Maintenant, peut-être que c'est aux régulateurs aussi de se mettre en ordre de marche et de peut-être d'uniformiser, d'homogénéiser un peu les exigences et en particulier de prendre en compte la problématique de l'auditabilité des données qu'on a mentionné avec Chloé. Alors, on a peut-être le temps d'avoir une dernière remarque de la part de l'un d'entre vous. Est-ce que vous aviez un élément à rajouter sur... Est-ce qu'il y aurait eu un trou dans la raquette, un angle mort qu'on a laissé de côté sur... Alors moi j'ai une idée, mais je ne sais pas si l'un d'entre vous, est-ce que déjà tout de suite, là, spontanément, quelqu'un voudrait... Le truc, c'est que pour une fois, l'Europe était en tête de quelque chose. Et pour une fois, on était quand même très fort sur les sujets environnementaux. Et donc, c'est une hérésie complète que de revenir en arrière comme ça aussi rapidement. Et voilà, c'est juste pour dire que voilà, moi, je suis pro-France. On est les meilleurs parmi les meilleurs en termes d'ESG. Vraiment, on fait partie du top 3 pays monde, selon moi. Et là, voilà, c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer. Exactement, c'est un moment charnière. Et j'espère que voilà, on reviendra un peu à nos sens sur ça. Et en vrai, la CSRD était quand même un peu trop compliquée. Si on est honnête, surtout pour les PME, ETI, c'est différent des grands groupes. Donc nous, c'est nos clients directs. Mais c'est pas soit blanc, soit noir, obligé d'aller dans les extrêmes comme ça. Il y aurait pu avoir quelque chose voilà, de plus simplifié, plus uniforme, meilleure communication. Et être sûr d'emmener tout le monde dans la transition écologique, parce que c'est quand même ça le but, c'est d'emmener les PME ETI, ça représente 99% presque, avec les TPE, du tissu économique de toutes les entreprises. Du coup, voilà, faut pas faire des changements énormes, faut se concerter et arriver à quelque chose de sensé, logique. Et peut-être pour compléter, je pense que le véritable échec, c'est peut-être de ne pas avoir réussi à faire comprendre ou à bien faire transparaître le lien qu'il peut y avoir entre la création de valeur extra-financière et la création de valeur financière, en fait. Et c'est marrant parce que juste avant la conférence, on avait une petite discussion sur les indicateurs biodiversité. Et parce que la biodiversité, on en entend beaucoup parler, et c'est tout bête, mais les entreprises qui se saisissent ou vont se saisir de ce sujet
c'est celles qui vont survivre demain. Parce que tout simplement, être capable d'analyser ces dépendances, typiquement à la biodiversité, comprendre de quoi on dépend et comment ça va affecter notre chaîne de valeur et notre business model dans le futur. Ceux qui se posent les questions aujourd'hui, que ce soit pour des raisons réglementaires ou volontaires, et ceux qui n'y sont pas contraints par la réglementation, on ne peut que les y encourager, car c'est ceux qui vont survivre demain. Merci beaucoup à tous. Merci de votre participation. Merci de votre écoute à tout le monde. Très bonne journée. Merci beaucoup.